Bac-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, c'est 13 000 habitants. Dans cette station balnéaire, le nombre de naissances diminue comme partout en France. Pourquoi fait-on moins d'enfants? Nous sommes allés à votre rencontre. C'est ici que souvent tout commence, à la maternité. La petite Alma est née dans la nuit. À 23 et 26 ans, Alice et Thomas sont parents pour la première fois. Salariés tous les deux, ils auront besoin d'un mode de garde, compliqué avec les horaires de la jeune mère qui travaille en cuisine. Maternité, moins 31% de naissances en 10 ans. Terre des bébés ne serait-il plus à la mode? Nous nous rendons dans une boutique de puériculture. Et à hauteur de petite fille, on en pense quoi de devenir parent? Moi, je préfère choisir quand je serai un peu plus grande. Mais pour les plus grands, justement, ce n'est pas forcément beaucoup plus évident. Les étudiants d'une vingtaine d'années cherchent un cadeau. Et le futur tonton est plutôt séduit par l'idée d'avoir des enfants un jour. Moi, je pense que j'aimerais bien, même si c'est quand même compliqué aujourd'hui. Pourquoi c'est compliqué? Il y a tous les enjeux écologiques, j'y pense quand même beaucoup. Et puis, on va les mettre dans un monde qui n'est pas parfait. Et vous pensez quoi? Je ne veux pas d'enfants. Parce que ça prend trop de temps. C'est- Les Françaises ont aujourd'hui des enfants plus tard, 29 ans en moyenne pour les premiers bébés, elles en font moins. 1,6 enfants en moyenne par femme. Ce choix, selon les générations. Avoir les moyens d'élever correctement ses enfants, ses deux amis, mères de famille en parlant spontanément. J'ai une grande de 11 ans, bientôt 12, et je l'ai vis toute seule. Le budget, les finances, c'est compliqué, tout est devenu plus cher. Partir en vacances, c'est compliqué. C'est sûr qu'il faudra réfléchir au futur différemment. Dans les yeux des Français se trouve l'amour, mais aussi l'inquiétude pour l'avenir de leurs enfants. Un motard qui slalome à la vitesse d'un TGV sur le périphérique toulousain. L'homme se filme en atteignant même en ligne droite 279 km à l'heure. En ayant les radars qui le flashent, il publie ses informations sur les réseaux sociaux aux côtés d'un autre motard. Ici, en pleine journée, toujours sur la rocade qui cache son compteur par une mosaïque. Après 3 mois d'enquête, les gendarmes de Toulouse ont réussi à identifier les deux hommes et à retrouver l'image d'origine. On a la vidéo sans floutage, on est à 293 km à l'heure au compteur. Condamné vendredi 17 octobre à 6 mois de prison avec sursis et 6 mois de suspension de permis avec confiscation de leur engin, les droitards voulaient attirer les abonnés sur leur compte personnel. Le profil étonne l'ingénieur mécanicien en CDI sans casier judiciaire âgé de 24 et 31 ans. Habituellement, on est plus sûr des jeunes de cité qui vont nous faire des rodéos sauvages et qui se filment pour faire de la promotion, mais là, à ce niveau, sur Toulouse, on n'avait pas encore vu de telles images. Même si ces vitesses restent exceptionnelles, le phénomène reprend de l'ampleur sur les routes à Paris récemment. Un automobiliste s'est filmé à plus de 80 km à l'heure en centre-ville. Des comportements inquiétants, les autres usagers de la route sans forcément les surprendre. Ça ne m'étonne pas. Quand vous voyez des fois des voitures qui passent là, même dans les rues à 100 à 550 km à l'heure. Et des écoles à côté, les grosses peuvent transpercer n'importe comment. Il vaut mieux qu'elles aillent sur un circuit, ça serait mieux pour tout le monde. Et peu pour les autres. C'est pas raisonnable de tout. Face à ce phénomène de vitesse extrême, les pouvoirs publics s'inquiètent d'une perte totale de conscience des risques, ce qui se traduit déjà en Occitanie par une augmentation du nombre de mots et parmi eux de motards. Aujourd'hui, pour vivre l'hiver, descendre les Champs-Élysées a forcément un goût amer.
On était en train de célébrer avec tous les supporters. En mai dernier, il s'est fait voler son téléphone alors qu'il fêtait la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ce soir-là, il filme la foule en liesse. Sans remarquer le voleur juste à côté de lui. En une fraction de seconde, il vole d'une main pour prendre mon téléphone et je n'ai jamais pu retrouver ni la trace ni l'ombre de quelqu'un. À ce moment-là, il y a eu de la colère qui monte. La plainte qu'il a déposée n'a rien donné et son assurance a refusé de lui rembourser la valeur du smartphone, 1200 euros. Chaque année en France, 600 000 téléphones portables sont volés dans des boutiques de téléphones ou sur la voie publique. Il y a discrètement commissé sur le comptoir. Il y a 2 semaines, en région lyonnaise, des gendarmes ont interpellé 14 personnes soupçonnées d'avoir volé des centaines de téléphones. Préjudice estimé 1 million d'euros. Ces réseaux, disent les enquêteurs, sont parfaitement organisés. Des malfaiteurs sont recrutés via des messageries cryptées et agissent sur ordre. Si certaines équipes sont interpellées, elles sont rapidement renouvelées sans que le phénomène puisse être stoppé. Alors que deviennent les téléphones volés? Qui les achète, qui les revend? Vous allez voir, ils vont en long voyage. Et pour beaucoup d'entre eux, le périple commence près du métro Barbès-Rochechouart à Paris, un quartier populaire, carrefour des petits trafics. Alors que nous tombons dans la caméra cachée, autoproclamé spécialiste de vol, aux portes des rames de métro. La plupart des temps ici, les voleurs vendent leur butin à des intermédiaires de ce qu'on appelle les receleurs. Chaque mois, des milliers de téléphones partent au marais, parfois quelques jours seulement après avoir été volés, comme ça n'est rendu compte une étudiante dont le smartphone a disparu il y a un an dans un train à Lyon. Franchement, je ne m'y attendais pas. Environ 2 semaines après, je vois exactement le quartier où est mon téléphone en Algérie. L'étudiante a contacté la marque de son smartphone pour bloquer tout accès à l'appareil. Mais même verrouiller le téléphone volé garde de la valeur. À 2000 km de la France, Tanger au Maroc, les équipes de France Télévisions ont rendez-vous avec un réparateur de téléphone. Il souhaite rester anonyme, qu'elle ait déjà acheté des appareils dérobés à 1 euro. Plutôt que de prendre le risque de commercialiser directement des téléphones volés, lui a toujours préféré les vendre à la déco. On achète juste pour les pièces, il y a des caméras, des micros, des vibreux à la carcasse, tout ça. Ça se vend à bon prix. Avec l'augmentation des dispositifs de sécurité, les smartphones volés finissent de plus en plus souvent en pièces détachées de l'autre côté de la Méditerranée. Un marché occulte qui pourrait s'élever à plusieurs millions d'euros. Des distributions de canettes en plein cours. Une centaine d'étudiants livraient gratuitement boissons énergisantes. Voici depuis quelques années des scènes que l'on peut observer dans les écoles et les facultés. Cadeaux par milliers, frigos promotionnels, certaines marques sont prêtes à tout pour séduire leur jeune clientèle. À en croire leur consommation en pleine journée, c'est une boisson qui fait fureur chez ces étudiants. Pour s'assurer de fidéliser les jeunes clients, les fournit pour leurs événements Fit Festival, la marque a décidé de nouer un partenariat avec Flavien Dumont, le président du BDE, le bureau des étudiants. Dans le nom de ce placard, des centaines de canettes. En échange, les élèves s'engagent à fournir à l'entreprise des photos mettant en valeur leurs produits. Cet exemple est loin d'être un cas isolé. En quelques heures, les équipes de France Télévisions ont repéré une centaine d'associations étudiantes qui auraient renoué le même partenariat avec les boissons énergisantes. Certaines, à condition d'être anonymes, ont accepté d'en dévoiler les coulisses. Aucun contrat signé, pas d'échange d'argent et pourtant des consignes très précises à respecter pour sous peine d'être bannies, comme indiqué dans un document que les équipes de France Télévisions se sont procurées.